Allez, tous ensemble. Pokémon, attrapez-les tous. Vous avez de la chance encore, c'est moi qui chante. Si vous aviez vu la version anglaise, ce serait Billy Crawford, et là, ça aurait été moche. Bonsoir tout le monde, et bah écoutez, j'espère que ça va. J'ai cassé les oreilles de la moitié d'entre vous. Oh non, je chante quand même mieux que Bob Lennon, vous pouvez exagérer quand même. Ah bon, j'arrête. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette soirée de live. Moi, je suis tremblante de peur et je crois que c'est encore pire pour nos invités. Nos invités, donc, je suis star de la soirée. Et on va voir ça très vite. Ils vont arriver, ils vont arriver. Ils vont arriver et... Attendez. Et les voilà, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça va? Pas trop stressé, vous? Ça va. Ça va. Bon, bah écoutez, il y a pas mal de gens en fait, hein, ça va. Vous, niveau son, ça va? Tout va bien? De notre côté, oui. J'espère que vous nous entendez bien. Et le public, Moi, je je m'entends bien en tout cas. pas trop péter les oreilles, ça va aller? Non, c'est bon. Bonjour les enfants, je sais pas qui t'aime, mais je te déteste déjà. Il n'y a pas d'invité surprise, il n'y a pas d'invité surprise. Donc par quoi est-ce qu'on va commencer? Bah écoutez, on va essayer de vous présenter un peu. Il y a peut-être 2-3 personnes qui ne vous connaissent pas, on sait jamais. C'est un peu comme le début des 12 travaux d'Astérix. Levez la main ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà, c'est ça. Donc déjà, il y a une grande C'est bon, question. c'est bon. Baissez les mains, baissez les mains. Il y a une grande question qui tournait sur le chat, c'est mais lequel d'entre vous est Chucky et lequel d'entre vous est Al? Bah alors moi, je suis Chucky. Et donc, par voie de conséquence, moi c'est Al. Donc voilà, ça c'est résolu. Et il y a aussi beaucoup de gens souvent qui vous demandent mais d'où viennent vos pseudos, surtout Al avec le point, ça perturbe beaucoup de gens. Alors mon pseudo vient du hamster d'un de mes amis à qui il paraît que je ressemble, le hamster, pas l'ami. Et ça va, tu le vis bien? Bah j'ai jamais trop su ce que ce hamster et moi nous avions en commun, mais un hamster c'est mignon, donc j'ai décidé de le prendre pour un compliment. La personnalité sûrement. Non, ça doit Non, être je ça. suis méchant. Bon, bref, donc et Al, donc bon, j'explique ou tu expliques? Comme tu veux. Bon, je vais expliquer. Dans le monde des bibliothèques, de l'université ou de la recherche, enfin les universités en général, lorsqu'ils font la bibliographie d'un article ou d'un ouvrage ou de n'importe quoi, en général, ils citent des publications qui ont beaucoup d'auteurs. La liste est parfois longue comme le bras. Et en général, pour pas s'emmerder à donner tous les noms, ils disent simplement le premier nom et ils disent et Al, point. Ça veut dire et collaborateur. Donc voilà, je suis le collaborateur de Chucky, donc Chucky et Al. Alors Al, Et s'est tu es toujours multiple. dit que c'était absolument génial pour quelqu'un qui s'appelait réellement Al, donc il a toujours rêvé de s'appeler Al, donc il a pris ce pseudo. Tu es multiple dans ta tête en fait, c'est ça que tu essaies de nous expliquer. Non seulement ça, mais en plus, à chaque fois que il y aura marqué et collaborateur dans une bibliographie de n'importe quoi, ce sera à moi que ça fera référence, puisque Al, c'est moi. Donc t'es plusieurs de ta tête et mégalo. Tu serais pas le Joker par hasard, non? On sait jamais. Mais non, mais il sait très bien faire la grimace de Mr Bean. Ah. Bon bah écoute, c'est un talent comme un autre, j'espère que ça t'aide pendant les speed dating. Euh... Aussi une question, bon, on va commencer de façon très scolaire, et vous inquiétez pas, on va tous se détendre au bout d'un moment et on va commencer à parler d'absolument n'importe quoi. Donc on va commencer tranquille. Bon, comment est-ce que vous êtes rencontrés et quand est-ce que vous en êtes arrivé à faire une émission sur les dessins animés? Alors, on s'est rencontrés, grosse surprise, sur un forum Code Lyoko. On s'est aperçu, après quelques discussions sur MSN, que Code Lyoko n'était pas le seul et unique dessin animé que nous avions en commun. Il y avait aussi Batman. Et Arnold, et X-Men, et un tas de choses. Et Batman. Et Batman. Bon, bref, ensuite, Chaotic Pesmé, qui est mon petit ami, il s'est déjà dénoncé sur le chat.
a découvert les podcasteurs, nous a fait découvrir, et puis Al a émis l'idée de faire une émission sur les dessins animés. On a beaucoup rigolé de l'idée, en le prenant pas au sérieux, je veux dire. Et puis, un jour, je m'ennuyais, j'ai écrit un script, on a lu le script, on a beaucoup rigolé. On s'est dit, et si on le tournait? On l'a tourné avec une webcam, on a beaucoup rigolé. Et puis on l'a mis en ligne, on n'a pas rigolé du tout, on a beaucoup traîné. Et les premiers retours, c'était pas de voir le nombre de vues. Les retours ont été encourageants, donc on s'est dit, tiens, on va en faire une autre, puis une autre, puis une autre, et de fil en aiguille, je crois que nous en sommes à 31 vidéos, je crois. Quelque chose comme ça. Il me semble qu'on vient de publier la review numéro 26, mais non, on vient de publier le top 10-2, mais avant c'était la review numéro 26. Non, c'était la review numéro 23. Bon, bref, donc oui, on est à une trentaine de vidéos. Le truc étant que comme elles n'ont pas été toutes acceptées par YouTube, il suffit pas de regarder la liste YouTube pour savoir combien on en a, mais grosso modo, je dirais 32-33. Et vous avez eu des problèmes de droit d'auteur, ouais, c'est normal. Je vais revenir là-dessus, mais avant, du coup, j'en profitais. Il y a quelqu'un qui avait posé une question. Alors, attendez. Maxime demandait combien de dessins animés avez-vous dans votre liste de vidéos à faire? Parce que là, tu parlais déjà 31. Tu me poses cette question parce que justement, j'ai passé l'après-midi à mettre à jour la liste pour pouvoir répondre à cette question. Et comme une idiote, je ne l'ai pas ouverte d'avance pour pouvoir répondre immédiatement sans vous faire attendre. Attendez, elle est par là. C'est au-dessus de 50 en tout cas. Oh putain, donc vous en avez jusqu'à 2040, quoi. Vous êtes... Alors... largement au-delà des 8000. Dans la liste des dessins animés que nous avions pensé dès le départ, avant qu'on commence à nous en suggérer, il y a encore 16 dessins animés que nous n'avons pas fait parce que pas encore trouvés. Ajoutons à ça les 30 qui sont dans la liste d'attente des suggestions qu'on nous a faites, mais qu'on n'a pas encore trouvées. Ça fait 46. Nous en avons déjà trouvé, mais pas encore visionné 60. Donc nous en sommes à 106. Nous en avons visionné et en attente d'écriture de script 23. Nous en sommes à 129. Wow. Nous en avons 9 qui sont en attente de tournage, déjà écrites, ce qui nous fait 138. Et je ne parle pas, bien sûr, de celles qui sont déjà tournées et en attente de montage. On en a un peu d'avance quand même, 4, je crois. Attendez. La prochaine que nous allons tourner est celle de janvier 2014. D'accord, donc en fait... la tourner ce mois-ci. Donc en fait, on va vous retrouver, vous aurez 85 ans et vous serez toujours sur le même canapé avec le même mug. Hein. Tu te souviens quand on regardait les Schtroumpfs? Non, j'ai Alzheimer. Bref, non désolé, c'était pas drôle, je suis Elle s'en souvient pas, c'est pas sa génération les Schtroumpfs. Bon, je m'en souviens quand même, il y a eu des rediffusions sur France 5, sur M6 il me semble à un moment donné. Enfin bon, non, toujours est-il que je connais. Donc est-ce que c'est la peine dans les commentaires de continuer à demander certains dessins animés ou... Oui, mais il est possible qu'il y en ait beaucoup demandé dans les commentaires qui soient déjà dans la liste. Par exemple, on nous a récemment suggéré Redwall, c'est déjà dans la liste et c'est même dans une... C'est même dans la liste en attente d'écriture de script. Oui, puisqu'on l'a regardé. Enfin, on a regardé les 3 saisons qui sont assez disjointes entre elles, comme nous l'a fait très justement remarquer quelqu'un aujourd'hui. Il vaut mieux continuer à suggérer des trucs parce qu'il y a pas forcément des choses auxquelles on n'aura pas pensé ou qu'on n'aura pas vu. Et puis aussi, il y a que on ne fait pas des scripts sur tout ce qu'on regarde, uniquement sur ceux qui nous semblent suffisamment bien ou qui a suffisamment de choses soit analysées, soit évoquées, soit qui nous ont touchés ou nous ont parlé pour en faire un script. Mais il y a eu plusieurs séries jusque-là qu'on a regardées et bon, finalement on n'a pas fait de script. On veut des noms. On veut des noms. Par exemple. Je t'interromps juste, Al, pour répondre à une question qui a été posée sur le chat. Il y a très peu de Japanime dans la liste, mais il y en a. Oui, il y en a voilà, tu peux reprendre. C'est vrai que vous avez fait très peu de manga. Enfin bref, oui, désolé.
Bah, on a fait uniquement les Digimon, mais il y en a deux autres qui sont dans la liste prioritaire pour l'année prochaine. Et C'est pas qu'on n'aime pas la Japanimation, c'est surtout qu'en général, les dessins animés européens sont moins connus et que notre but est plutôt de parler des dessins animés moins connus. Mhm. bon, et donc pour répondre à ta question de tout à l'heure, lesquels nous avons regardé et nous avons décidé de pas faire de script, je vais citer à titre d'exemple la série animée Aladdin, qui est bien, mais à partir du moment où on a dit que c'était une série animée Aladdin, on a un peu tout dit. Il y a quelques personnages qui sont bien, notamment les méchants, Muzanra, Mirage, tout ça. Mais à côté de ça, la série ne fait pas grand-chose de spécial des concepts et des personnages qui existaient déjà dans les films. Il garde l'ambiance, ce qui est bien. Il étend un peu l'univers, c'est bien aussi. Mais il n'y avait pas suffisamment de choses C'est un univers étendu, quoi. Ouais, c'est un univers étendu, il n'y avait pas forcément grand-chose à dire que les gens n'auraient pas forcément remarqué ou qui se démarque des films ou de ce que les gens connaissent. Non, c'est une bonne série, mais ça nous a pas inspiré de script pour autant. Ah tiens, il y a une bonne question justement pour rebondir là-dessus. Est-ce que vous ferez une émission spéciale sur les séries animées dérivées des dessins animés Disney? Il y en a eu plein, il y a eu Hercule, il y a eu Buzz l'éclair, il y a eu Alors, Aladdin justement, il est possible qu'on et fasse, Timon et Pumba. il est possible qu'on fasse une vidéo sur ces séries-là pour parler de ce qu'elles ont en commun, de ce qu'elles peuvent avoir de différent. Effectivement, ça pourrait être intéressant dans la mesure où je pense que beaucoup de séries dérivées de films Disney vont avoir le même problème enfin le même problème entre guillemets, euh, les mêmes caractéristiques qu'Aladdin et qui font qu'on n'a pas fait de script dessus, mais par contre, elles ont des choses communes entre elles. Je pense notamment à la série Aladdin et à la série Hercule qui ont même eu un crossover entre elles. Et là, ça pourrait être Ah oui, il y a eu intéressant. un crossover, attends 2 secondes, je t'arrête. Oui. Comment ils ont fait leur coup? Il est pas mal du tout le crossover. C'est juste que Hercule et Aladdin sont pas censés se passer à la même époque. Donc, Bah oui, je sais bien. Il y a comme un petit problème. Bah alors, le synopsis. Jafar est mort. Donc, comme tous les gens qui sont morts, il va aux enfers. Il y rencontre Hadès. Ah ouais. Et, il insulte Hadès en lui disant Hadès se font un concours de qui a la plus grosse en disant mon héros est mieux que le tien. Ah. Grosso modo, Jafar lui dit Hercule, c'est sans doute de la gnognotte à côté d'Aladin qui a réussi à me vaincre moi alors que j'étais un puissant sorcier et que je suis même devenu un génie à un moment donné et il m'a quand même battu. Ton Hercule là, il est complètement nul à côté de ça, je pourrais le défoncer en moins de 2. Et Hadès lui dit bah pareil tenu, défoncer Hercule ça m'arrangerait. Bien sûr Jafar n'y arrive pas. Et Hadès peut pas s'empêcher de dire que lui, par contre, il arriverait sans doute à dégommer Aladdin. Bon, de fait, il n'y arrive pas non plus. Leur plan finit par consister à les faire se retourner l'un contre l'autre. Mais c'est un bon crossover. De fait, c'est un crossover Aladdin et Hercule. Et ça marche plutôt bien. Ouais, c'est pas banal comme idée, je sais pas du tout. Il y a plein de gens qui vous demandent si vous connaissez plein de dessins animés sur le chat, alors... J'essaye de lire au fur et à mesure et de noter quand il y a un nom qui passe et que je ne connais pas. Par exemple, Dragon's Roller que je viens de voir, je vois pas ce que c'est. La série Cusco, je sais qu'elle existe. La série Puisque j'ai Cusco, je sais qu'elle existe, la série Cusco. J'aimerais bien la voir parce que j'ai bien aimé le premier film. J'ai aussi apprécié le deuxième, même si c'est une suite Disney. Donc, comme tous les suites Disney, elles souffrent des Ouais. problèmes de Disney. J'en parlerai plus tard des suites Disney. Mais oui, le concept a l'air pas mal en plus. Alors, j'ai pas bien compris si c'était censé se passer avant, après, sans doute avant, puisque il va à l'université pour devenir empereur, c'est ça, en gros. Bon, enfin bon, bref. Je pense que ces séries, donc Cusco, Hercule, Aladdin, Tarzan, elles ont suffisamment de points communs pour faire une review groupée dessus. Buzz l'éclair, c'est peut-être un petit peu différent parce que C'est un... Ouais, c'est... c'est le vrai Buzz l'éclair, quoi. Oui, voilà, c'est ça, je Dont sais. est dérivé le personnage. Mais d'un autre côté, dans la série, il y a quand même aussi beaucoup de références aux... par exemple, les petits hommes verts qui font aussi partie de l'univers de Buzz l'éclair. Je sais pas si dans le film Toy Story, c'était censé être aussi des jouets dérivés de Buzz l'éclair, les petits hommes verts. À mon Il me avis. semble pas. Ça se passe à un moment où la mode du moment c'est Buzz l'éclair, donc c'est assez logique que des produits dérivés de Buzz l'éclair se retrouvent dans les Non, thématiques. c'est pas logique parce qu'il les reconnaît pas quand il arrive devant eux, alors que normalement c'était des personnages de son univers, il devrait les reconnaître en disant oh tiens, des habitants de la planète, machin. Mais en Oui, fait là, il dit rien du tout, il dit oh des autochtones ou un truc comme ça.
le Buzz l'éclair détraqué du 2 reconnaît Zurg. Donc effectivement, le Buzz l'éclair détraqué du 1 n'a pas de raison de ne pas reconnaître les petits hommes verts si c'est effectivement les opérateurs de Star Command. Donc en fait, c'est juste du fanservice, ils les ont mis là parce que ça faisait plaisir. Ouais. Et ça par contre, j'approuve pas trop, mais bon, je connais pas suffisamment pour vraiment me prononcer dessus. Donc du coup, vous êtes booké jusqu'en 2040. Du coup, il y a une autre question pour l'instant, tout est écrit jusqu'en 2014 en tout cas. 2014, vous êtes des fous malades. Il y a quelqu'un, toujours Maxime, qui pose beaucoup de questions, qui avait demandé quelle était la part... Non, attendez. 1, 2, 3. Quelle part de votre vie prennent les dessins animés? Une part très très importante. En fait, c'est plus une cause qu'une conséquence finalement. Le fait d'avoir commencé à faire des reviews sur les dessins animés, c'était quelque part pour légitimer notre passe-temps préféré qui était de regarder les dessins animés. Nous y passions déjà un temps monstre avant. Maintenant, on en fait quelque chose de productif. On les regarde et on écrit des choses dessus, on tourne des choses dessus. On a trouvé un prétexte pour pouvoir passer nos soirées à regarder des dessins animés en toute bonne compagnie. C'est ça en fait. Ah, Lynch le détective, ça c'est un titre que je connais pas, je note. En fait, c'est une excuse pour vous livrer à votre passion inavouable, quoi, faire une review, c'est ça aussi. Oui, c'est tout à fait ça. J'ai lu une question sur le fait qu'on review parfois des dessins animés qui sont pas si vieux que ça. Effectivement, c'est vrai. Par exemple, il y a eu Valérian et Laureline, il y a eu Oban. On se limite pas forcément à des dessins animés anciens. C'est pas vraiment forcément une émission nostalgique qu'on fait. On parle de séries dont on estime qu'elles méritent qu'on s'en souvienne. Quand on pense que c'est mal parti pour des séries récentes comme Valérian, on en fait une review quand même. Effectivement. Bon, on ne fait que des séries qui sont finies. Oui, déjà, on fait que des séries qui sont et finies. Qui ont besoin de pub. On avait prévu de faire un script sur Batman l'Alliance des Héros depuis un moment, même avant que ce soit fini. Et on a attendu que ce soit fini pour envisager effectivement de le faire. Donc les séries comme les Simpsons ou South Park, vous les ferez sans doute pas parce que c'est trop connu, mais effectivement il y a des séries de dessins animés beaucoup plus adultes. Est-ce que vous comptez en parler ou est-ce que vous vous centrez uniquement sur le média enfant en fait? On a Daria dans notre liste. Mmh. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre liste qui fait un peu adulte? Je sais pas, c'est difficile à dire. On parle beaucoup de dessins animés occidentaux, effectivement, donc c'est pas forcément. Enfin, c'est souvent pas des dessins animés pour enfants. Les dessins animés pour adultes qu'on connaît, ce sont presque uniquement les dessins animés pour adultes vraiment connus, comme les Simpsons et South Park, effectivement. Daria, ouais, il y a moyen de faire un truc, c'est vrai que c'est bien. Donc, Daria, il y a moyen de faire un truc, effectivement. Mais non, on n'est absolument pas opposé à faire des reviews sur les dessins animés pour adultes. Il y en a sans doute de très bien. C'est juste que ceux dont les gens ne se souviennent pas, je pense que même nous, on ne s'en souvient pas, malheureusement. Mais désolé, t'entends parler de dessins animés pour adultes tout de suite, je pense à d'autres choses. Mais oui, des dessins animés qui visent un public adulte, on va dire. On ne va pas parler de ce genre de dessin animé-là. Donc. Pas de tentacules dans ces dessins animés-là, oui, c'est ça. Non. Par contre, parmi les animés japonais qu'on sera amené à faire dans un futur plus ou moins proche, il y en aura certains qui sont... en général, les animés japonais, c'est pas forcément pour les enfants. Bon, en même temps, tu sais, ils les ont diffusés dans le club Dorothée, donc... Ouais, justement, ça c'est quand même l'histoire super connue, mais la grosse boulette du club Dorothée, quoi. Ken le survivant. Le plus terrible, c'est que... moi, je m'en souviens du club Dorothée. Dorothée commentait ce qui allait se passer dans l'épisode qu'elle diffusait. Ça veut dire qu'elle regardait les épisodes. Donc elle savait ce qu'elle diffusait aux enfants. En fait, c'était une grosse psychotique qui avait envie de traumatiser les enfants jusqu'à la fin de leur jour. J'ai vu dans une émission que j'ai vu Dorothée dans une émission dire qu'ils avaient un psychologue qui analysait les séries qu'ils diffusaient et qui disait ah ça c'est ok pour les enfants, ça allait pas. Je trouve que ce type était un petit peu enfin ce type ou cette femme était un petit peu laxiste. Un petit peu irresponsable, oui. À une époque, on considérait les enfants comme plus solides. J'ai lu des romans pour enfants. Bon, là, je peux pas vous citer un exemple, mais j'ai lu des romans pour enfants qui ont été écrits au siècle dernier. Et il se passe des choses assez hard dedans, alors que c'est censé être pour les enfants. Je pense simplement qu'à une époque, on considérait que les enfants peuvent supporter un peu de violence. Et que ça a dû durer au point que Dorothée s'est dit je vois pas en quoi une émission
un dessin animé où les gens explosent, ça peut traumatiser les enfants. Mais la preuve que c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis, c'est que c'est Ken le survivant. Je veux dire, les gens se sont quand même rebellés, même à l'époque, contre le fait qu'ils diffusaient ça pour des enfants. Donc, quelque part, c'est. En même temps, ça correspondait pas. Oui. il y a une autre question, c'est que les enfants, ils aimaient ça. Bah oui, non, mais c'est normal ça. Enfin, Mm. Ça dépend qui, hein, ça dépend qui. bah, il y en a peut-être effectivement Un peu choqué, mais que ouais. ça a un peu choqué, mais Dans moi, les cours de récré, il y avait le club Dragon Ball contre le club Cat Size. mais en fait, c'est assez disjoint quelque part. Je me souviens de trucs qui m'ont un peu choqué, peut-être quand j'étais petit. Par exemple, j'avais vu. Alors, c'est pas un dessin animé, hein, c'était. Comment ça s'appelle? Sleepy Hollow. Hein. Ah Bon, putain, j'allais le dire, que j'avais été euh, traumatisée à 8 ans par Sleepy Hollow, mais... mais c'est pas parce que ça m'a traumatisé que j'ai pas vu le côté passionnant que ça pouvait avoir. C'est assez disjoint comme truc, effectivement, c'est traumatisant, mais je pense que ça empêche pas l'enfant euh, d'apprécier les qualités de la série. C'est juste qu'après, il va faire des cauchemars, quoi. Bah, une série qui est restée culte à travers toutes ces années et qui pourtant, il y a une certaine violence physique mais surtout morale dedans, c'est le Batman des années 90. On peut pas dire le contraire, c'est un univers qui est quand même très adulte. Et pourtant, ça a eu un énorme succès aussi bien à l'époque que maintenant, c'est resté en mémoire. La violence est supportable dans le Batman des années 90. Oui, bon, effectivement, les 12 travaux d'Astérix, c'est traumatisant, je suis d'accord. Oui, le laisser passer à 38. Ah, c'est surtout ça qui m'a traumatisé. Laissez passer. C'est Ouais. horrible comme passage. Avec le formulaire bleu qui permet de devenir le formulaire machin. Mais je vous dis que je ne sais pas où est le port. Oui, que le port est au bord de la mer. Ah oui, il y a quelqu'un qui dit quelque chose sur lequel je suis obligée de rebondir, c'est la mort du cheval dans l'histoire sans fin. Comment il s'appelait? Artax ou un truc comme ça? Artax, quelque Artax. chose comme ça. Arcas, Oui. c'est le méchant de Princesse Sissi, donc. Non, c'est Artax, je crois. Puis Oui, c'est horrible. oui, Dans un les truc comme marécages de la mélancolie, ils s'enfoncent. Tous les enfants ont été traumatisés par ça. La petite impératrice dit à Atreyu, mais il fallait que le cheval meure parce qu'il fallait que le lecteur compatisse et pour qu'il puisse entrer dans le livre à la fin. C'est D'ailleurs- genre qui serait dit dans les Animaniacs. D'ailleurs, à propos de ça, il y a eu une série animée de l'histoire sans fin. Oui, Tout à fait. elle est sur la liste à tourner. D'accord, je voulais savoir parce que j'avais beaucoup aimé moi quand j'étais petite. Elle est bien, oui. Nous l'avons retrouvée grâce à quelqu'un qui les avait postés sur sa chaîne YouTube. S'il est dans la salle, on le remercie. Dessins animés traumatisants, bah, y en a aussi qui sont très violents moralement, avec des histoires hyper glauques. Bon, il y a Rémi sans famille, évidemment, celui-là tout le monde le connaît, mais il y a aussi Marcelino, non? Je crois. Marcelino, ah oui, ça aussi, c'est. Ça pour les Nous gamins, avons surtout prévu d'en parler. le dessin est très enfantin. Montage. Oui, c'est une vidéo qui est déjà tournée en fait, hein, Marcelino. Oui, effectivement, mais tu sais que Marcelino, bah, on va le dire dans notre vidéo, mais on va le dire là, hein, parce que bon, pas mal de gens le savent et ceux qui le savent pas, on le dit au début de la vidéo, donc c'est pas un gros spoiler. Il y a eu une suite. Hein. Oui, ils ont à ce point pas Ah assumé. ouais, ce vous qu'ils en avaient aviez fait parlé, oui, il me semble. Ils ont à ce point pas assumé ce qu'ils avaient fait avec la série de base que ils ont fait une suite. Le premier épisode de cette suite s'appelle Retour à la vie, ce qui veut dire que quelque part ils avouent qu'il était effectivement mort, mais par contre, ce qui se passe dans l'épisode, c'est qu'on apprend qu'il était pas mort, il se cachait. non, il est monté sur une étoile en marshmallow, il en est descendu avec une échelle de lumière. Ouais, c'est ça. ensuite- Ouais. Et il a vu la Terre toute ronde. Little, tu peux éviter le spoil, s'il te plaît? Il y a possiblement des gens qui n'ont pas encore vu les séries en entier. C'est pas dit ouais. méchamment. Du coup, je suis un peu perdue. On en était où Des Quelle était animés la violents, dernière question normalement. en fait? Et les dessins animés violents moralement. Ah oui, donc, du parler coup, de je ça. disais, mais aussi, il y a peut-être un truc, une tendance, c'est qu'on a un peu tendance à prendre les enfants pour des cons, non? C'est quelque chose dont vous avez parlé Oui. dans votre dernière vidéo beaucoup. Et je pense que les enfants sont capables. C'est pas une raison pour leur infliger de la violence gratuite, hein, je dis pas ça du tout. Mais ils sont capables d'encaisser beaucoup plus de choses et de comprendre beaucoup plus de choses que ce qu'on veut bien leur montrer dans les dessins animés.
Il y a plusieurs aspects à ce problème. Effectivement, il y a le fait qu'on les prend pour des cons et qu'on a tendance à tout simplifier pour eux. Et il y a le fait aussi que, au final, les censeurs, ça les arrange bien de prendre les enfants pour des cons parce que ça leur permet de définir des règles de censure qui sont très littérales. Tu vois, c'est des mots qu'il faut pas employer, des choses qu'il faut pas qu'il y ait. Euh, Par exemple, bon, c'est plus le cas aux États-Unis qu'en France, mais dans beaucoup de dessins animés américains entre les années entre 85 et 95, je dirais, mais je peux me tromper pour les dates, ils n'avaient pas le droit de dire mort ou tuer, par exemple. Bon, c'est très littéral comme Par contre, interdiction. ils avaient le droit de dire les victimes sont complètement exsangues. Oui. Tu regardes Le coup ça, des juste victimes exemples, ouais. exsangues. C'est pire. C'est 1000 fois Exsangues, pire. c'est affreux. Mais la stratégie de Bruce Timm et de Paul Dini, les créateurs de Batman, la série de 92, était exactement ça, d'employer des moyens détournés pour faire passer la violence, et finalement De d'une manière façon encore plus horrible. qui rendait la chose encore plus horrible. Par exemple, la scène de la mort des parents de Dick Grayson. Mhm. Il ne montre Oui, rien, oui, tout est dans la oui, suggestion, oui. et c'est horrible C'est comme scène. entièrement hors champ. C'est horrible. On voit la corde passer de droite à gauche à l'écran et revenir coupé en deux. C'est Ah, bah, perturbant. c'est une méthode connue dans le cinéma, ça c'est prouvé. C'est-à-dire, ce qu'on montre pas est encore plus horrible parce qu'on le laisse à la bonne imagination Mais du spectateur. j'ai lu sur TV Tropes que une bonne partie de ces scènes qu'il y a dans Batman, la série animée, sont en Mhm. fait la deuxième version de scènes qui ont été censurées parce qu'elles étaient dans une version plus violente. Je pense notamment à un cas où la version d'origine existe toujours. C'est bon, là c'est un peu controversé. C'est plutôt le long métrage de Batman la relève, le retour du Joker. Euh, bon, spoiler, le Joker meurt, mais on l'apprend dès le départ. Mhm. Il existe deux versions de sa mort. Une très graphique et très perturbante, une beaucoup moins graphique. Et en l'ayant vu, on n'est pas sûr de si c'est plus perturbant ou moins perturbant finalement. Mais je sais que moi, c'est un truc que j'ai toujours trouvé bizarre. Enfin, on est tellement pas habitué à la violence dans les dessins animés que quand elle arrive, on est mal à l'aise, mais pas dans le bon sens du terme. Je me souviens que par exemple, j'avais été assez choquée, même adulte, alors que je l'ai vu adulte, par les scènes de mort de Robin. C'est au tout début, hein, dans Under the Red Hood, Ah oui, qui est Under the Red Hood, c'est. qui est assez cash en fait. C'est balancé comme ça et on s'y attend vraiment pas. Donc peut-être que la suggestion, c'est aussi une bonne façon de contourner le problème et de rendre ça plus, je sais pas, plus supportable. Ça, c'est la série des DC Universe Animated Movies. C'est Hmm. des longs métrages pour adultes, hein, clairement. C'est pour des fans de comics. Ils ont fait donc Under the Red Hood, effectivement, qui est assez violent et fait de manière cash, comme tu dis, hein. Et ils ont fait Crisis on Two Earths, qui est pas excessivement violent, mais il y a quand même du sang. Ils ont fait Doomsday sur la mort de Superman, et là aussi c'est très graphique, hein. Ouais, là, non, là, leur intention, c'est plus de faire des dessins animés pour des fans de comics Oui, et un oui, peu plus pour adultes. je sais que c'est adulte, mais comme on n'a pas été habitué dans notre enfance, en fait, comme on n'a pas été conditionné à voir de la violence montrée dans les dessins animés, je trouve que quand elle arrive, justement, on s'y attend beaucoup moins et que ça a beaucoup plus d'impact que dans un film où on sait que ça va arriver. Hmm. Mais ça n'a strictement rien à C'est voir. pas ça ce qu'on pensait des dessins animés actuels. Hein. Les dessins animés actuels, C'est-à-dire les dessins animés actuels en fait. bah, déjà, enfin, on peut quand même dire des généralités. Ce qu'on peut déplorer dans les dessins animés actuels, mais bon, ça c'est la rançon du progrès, je veux dire, c'est la multiplication et même La comment, systématisation des 3D, c'est ça? voilà, exactement. Ça peut donner quelque chose de bien visuellement, mais Ça peut être les dessins c'est super beau. moche. Ça peut être Les dé- super moche. Oui, mais les dessins c'est beau surtout. C'est dommage d'y renoncer. Euh, les sur les longs métrages Disney à l'époque où ils étaient tous en 2D, hein, c'était toujours des très beaux dessins. Euh, j'ai l'impression qu'on peut pas faire quelque chose d'aussi qui touche aussi l'imagination avec des images de synthèse qu'avec des dessins comme on peut en faire dans des dessins animés en 2D. Bon, ça c'est juste mon avis là-dessus, hein. Bah, si je peux ajouter un truc, c'est que ça perd aussi un peu de personnalité, c'est-à-dire que c'est un peu générique maintenant, j'ai l'impression. Il y a Il y a ça beaucoup de aussi. dessins animés dessins animés d'animation qui se ressemblent énormément.
Et Il y a que le dessin, c'est. Bah, ça fait moins réaliste que l'image de synthèse. Du coup, c'est, ça met plus de distance. On va plus dans un univers imaginaire. C'est plus doux. C'est moins. C'est c'est moins réaliste. On a moins l'impression d'être dans un vrai monde. On est plus dans un univers de rêve. Et puis il y a aussi que effectivement, beaucoup de trucs en image de synthèse sont assez feignants quelque part. Il n'y a plus vraiment de... les textures des décors sont pas forcément très travaillées. Je veux dire, quand on dessine un sapin en 2D, je pense notamment à des arbres par exemple qu'on peut voir dans des séries animées comme Winnie l'ourson qui ont une version en 2D et une version en 3D. Un arbre, tu peux le dessiner de façon à ce qu'on a l'impression qu'il a des feuilles individualisées et tout ça. En image de synthèse, c'est toujours soit tu fais un gros bloc, hein, soit tu fais un truc trop détaillé, mais tu peux pas donner juste une impression avec des images de synthèse, j'ai l'impression. Bon, on peut déplorer ça. Et puis ça revient moins cher. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins travaillé. C'est peut-être aussi parce qu'on a grandi, mais on parlait tout à l'heure de en off, on parlait de Garfield qu'ils ont adapté en série 3D. Bon, déjà, c'est l'exemple même de l'adaptation on se demande pourquoi quelqu'un a eu l'idée au départ. Déjà adapté Garfield, ouais. Garfield, c'est des gags de 3 cases. Et en plus, c'est pas et en plus, ça cible pas spécialement les enfants. Et en c'est plus de ça. C'est pas des dessins. C'est des dessins de BD. Garfield en 3D. Des épisodes de 10 minutes ou de 20 minutes 10-15, je crois, c'est Il pas y a eu trop plusieurs long. saisons Mais... et il y a eu plusieurs saisons et je crois que les épisodes sont même 10 minutes. Ce sont des gags de 3 cases. Les gens. bon. On a perdu Chucky, là, c'est terminé. Bon, en tout cas, ils ont pas encore touché à Calvin et Hobbes. Moi, ça va, pour l'instant, je tiens, mais bon, je trouve ça bizarre comme idée. Touchons du bois. Ouais. Touchons du bois. Non, Donc, les adaptations. Mais pour les images de synthèse, toujours, ils ont fait assez récemment un dessin animé image de synthèse, le livre de la jungle, et un dessin animé image de synthèse Peter Pan. Ah, je savais Les pas images du de tout ça. synthèse elles-mêmes sont plus, mais c'est très récent. Ça passe à la télé actuellement. Les images de synthèse sont jolies, elles sont bien faites. On sent que la technique se perfectionne, mais quand même. Alors c'est peut-être par l'habitude, on retrouve pas les aspects esthétiques qui nous plaisaient le plus dans les dessins animés un peu plus anciens. Je pense que pour répondre à cette personne qui nous demandait ce qu'on pensait des dessins animés récents, je pense que de manière sous-jacente à sa question, il y a le fait que on a l'impression d'une perte de qualité avec le temps des dessins animés. Et il y a On peut-être nous fait reformuler la question comme ça depuis plusieurs fois dans le chat. C'est-à-dire c'était mieux, l'idée que c'était mieux avant. Elle n'est pas basée uniquement sur du vent. Il y a aussi le fait que alors il y a plusieurs choses. Il y a des changements de style avec les périodes qui font qu'on est habitué à un ancien style et du coup on voit ses vertus et voir ses vertus disparaître avec le temps donne l'impression que les choses sont moins bien. Comme l'arrivée du rock'n'roll et ces trucs-là. Enfin, bon, j'exagère un peu. Mais... D'autre part, c'est vrai qu'il y a eu un espèce de, j'ai l'impression, de renouveau de l'animation occidentale au début, à la fin des années 80, début des années 90. Avec un style qui a émergé et beaucoup de choses très bien qui en ont découlé, comme Batman, la série animée, bon, c'est un peu un exemple emblématique. Et que maintenant que ce renouveau s'essouffle, puisque c'est plus un renouveau, on a l'impression que les choses deviennent de plus en plus génériques. Mais on a quand même de temps en temps quelque chose de très différent qui sort, comme par exemple Star Racers. C'est un peu un ovni dans ce qui passait à la télé à l'époque. Bon. Tu veux finir ou... Non, j'ai à peu près fini. Justement, je m'étais posé une question, je sais pas trop comment le formuler. C'est-à-dire qu'à un moment, à la télé, au travers de médias dessins animés, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'auteurs qui se sont exprimés pour faire des choses vraiment personnelles et que maintenant c'est perdu. Est-ce que vous pensez qu'un peu comme le jeu vidéo a trouvé sa scène sur Internet, on va avoir un développement quelque part, on peut toujours espérer, mais du dessin animé indépendant, comme le jeu vidéo indépendant qui marche vachement en ce moment? Ou est-ce que vous croyez qu'on va rester cantonné un peu aux grosses productions quoi, qui passent aux heures
Nous les heures de avons, diffusion. nous avons discuté récemment avec la directrice d'écriture des 3 premières saisons de Code Lyoko, Sophie Descroisettes, et elle nous a dit que ce genre de dessin animé indépendant, comme tu dis, était en train de se développer et elle pense que ça va gagner de l'importance avec le temps. Bon, elle est dans le milieu, donc on a de bonnes raisons de lui faire confiance. Mhm. Après, faut voir comment les choses vont se passer. C'est dur de faire des pronostics. Parce que c'est vrai que ça a l'air. Enfin, moi, c'est aussi ça qui m'a choqué. Bon, je suis pas objective et en plus, je parle plus que vous, c'est pas bien parce que c'est votre débat, mais. Je note Paper Hall, je connaissais pas non plus. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'aseptisation un peu du dessin animé. Enfin, je sais pas, tout a le même goût, quoi. Tout est fait un peu pareil. Enfin, bon, après. Bah, c'est surtout que, on regarde les dessins animés en quantité, donc forcément, dans le tas, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Pour pouvoir trouver au milieu ceux qui sont un peu différents, qui sortent du lot, il faut en regarder beaucoup. Et tout le monde ne peut pas être original. Il y a forcément plein de dessins animés qui sont juste le même dessin animé que celui qu'on a vu 36 fois. Et peut-être aussi que si on pense que c'était mieux avant, c'est parce qu'on se souvient pas de ceux qui étaient mauvais. Oui, ça doit être ça un peu aussi. Justement, il y a Lucky Dandy qui posait une question. Alors, en quoi critiquer les dessins animés de votre enfance est bénéfique et est-ce que vous n'avez pas peur de ruiner votre enfance parfois? Alors en ce qui me concerne, c'est assez terrible pour mes singles parce que je re-regarde les dessins animés que je regardais quand j'étais vraiment très petite, quand j'avais quelque chose comme 6 ans. Et je découvre ce que c'est réellement et souvent c'est un choc pour moi de découvrir à quel point c'est beaucoup moins bien que ce que je m'en rappelais. Quand j'ai revu Jace, dont je me souvenais comme d'un truc magnifique, avec des beaux dessins, je me suis dit, mais en fait, c'est esthétiquement très beau, mais on s'ennuie. On s'ennuie parce que les personnages sont pas campés d'une manière qui fait qu'on est bloqués devant notre écran à attendre de voir ce qui va leur arriver. Mhm. Donc, ouais. Quand j'ai revu Sophie et Virginie, j'ai découvert toutes les incohérences qu'il y avait dans le scénario. Et je dois dire que je suis tombée de haut parce que. C'est plus du tout comme dans ton souvenir, ouais. Quand j'ai revu Goldorak, je me suis dit, mais c'est exactement ce dont je me souvenais. Ça m'a fait un tel soulagement de revoir quelque chose qui soit exactement ce dont je me souvienne. Bon, je vais peut-être laisser un peu le. Oui, désolé, Ab, vas-y. En ce qui me concerne, moi, non, je suis pas tellement déçu parce que je revois, pour 2 raisons. D'une part parce que je suis un grand enfant, donc je vois toujours les choses avec un regard d'enfant. D'autre part parce qu'en général, quand j'ai aimé une série, je l'ai aimée pour une raison très précise. Et cette raison très précise est en général assez factuelle et la plupart du temps, je l'ai pas inventée. Donc voilà, non, j'ai jamais eu le genre de déception que Chucky décrit. Là. Mhm. Mais ça va sans doute finir par arriver. Oh oui, un jour tu vas tomber sur un dessin animé que t'avais vraiment adoré quand t'étais enfant et tu vas dire, mais en fait, c'était, c'était nul. Vrai. Par exemple, je crois me souvenir qu'il y avait des choses extrêmement bien pensées dans la série animée Anatole, qui est vraiment là, pour des enfants assez jeunes qui passaient le Mhm. matin, je crois, sur TF1. Bon, c'est impossible à retrouver, mais le jour où on en retrouvera et qu'on regardera, je pense qu'il y a des chances pour que je sois assez déçu. Mhm. Euh, Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser le public poser un peu des questions parce que depuis tout à l'heure, je vous truste tous les deux et ça va pas du tout. Donc, si vous avez des questions que vous posez depuis longtemps, des vraies questions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on disait, etc., bah écoutez, allez-y. Donc voilà. Y a-t-il des dés de votre enfance qui vous ont surpris de manière positive? L'ennui, c'est que quand on a envie de regarder quelque chose qu'on a vu dans notre enfance, c'est en général qu'on en a un bon souvenir. Donc, en général, soit on n'est pas déçu, soit on est déçu. Bah, en ce qui me concerne, si, quand même, il y a eu Tabaluga. J'avais vu Tabaluga quand j'étais petit et j'ai voulu le montrer à Chucky.
Et comme toujours, je l'avais aimé pour une raison très précise. Je l'avais aimé pour la fin de la première saison. Parce qu'il s'y passe quelque chose qui m'a semblé très bien. Et en le re-regardant, on s'est rendu compte qu'en fait, la série avait beaucoup de qualités auxquelles on n'était pas forcément sensible en étant petit. Donc si ça arrive d'être agréablement surpris de ce point de vue-là. Mhm. Alors, nos films d'animation préférés, nos vrais noms. On commence par quoi? Moi, juste un truc, c'est le truc sur Pesme, donc qui est là et qui a fait le truc sur Star Wars. On en reparlera plus tard. Donc, Pour As de Pique, oui, c'était un dragon allemand. La série est australienne. Son ennemi principal était un bonhomme de neige, en effet. Humseed n'est pas une chips, c'est une tornade. Croyez-le ou non. C'est un tacos. Ça se Mais je me voit, souviens non, de il a ce une tête truc. de tacos. Je m'en souviens de ce truc. Je trouvais ça bizarre. Ça me faisait peur. Mais la suite est astucieuse. Elle était vraiment pas indispensable. Mais elle est quand même astucieuse. Bon. Nos films d'animation préférés. Bon, en ce qui me concerne, c'est Le Roi et l'Oiseau. Pareil. Pardon, c'est pas à moi de répondre. Alain, Alors, c'est difficile. Je peux en citer plusieurs j'aurais beaucoup aimé pour des raisons différentes. J'ai beaucoup aimé Le Géant de Fer. J'ai beaucoup aimé côté Disney. J'ai beaucoup aimé La Belle et la Bête parce que je trouve que le rythme est excellent. Mhm. Et je sais pas, j'aime bien les dessins. J'aime bien Gaston. Enfin, j'aime bien Gaston. C'est un méchant qu'on aime ne pas aimer. Il est antipathique, il est arrogant, mais il est génial comme méchant. Sa chanson est géniale. Ah oui. Euh, Le plus grand, Bon, c'est Gaston. Le plus fort, c'est Gaston. Pardon. pas vraiment, c'est pas un vrai méchant. quand tu le mets sur un ring, personne mord comme Gaston, quoi. Merde. Bon, voilà, donc ouais, La Belle et la Bête parce que je trouve que c'est un film vraiment très très bien structuré. Le Géant de Fer parce que il est à la fois original, bien dessiné et, euh, et le robot se prend pour Superman. Oui, il y a les films Pixar aussi qui sont très connus et les Miyazaki aussi, peut-être. Les films Pixar, pour beaucoup de gens, leur film Pixar préféré c'est Wall-E. J'ai beaucoup Mhm. aimé Wall-E, mais mon préféré c'est Là-haut. Euh, j'ai, je pense que si j'ai autant apprécié Là-haut, c'est parce que j'en attendais beaucoup moins que ce que c'est. Tandis que Wall-E, c'est facile de se rendre compte au premier abord que ça va être quelque chose d'assez original. Là-haut, ça fait un choc quand on s'attend à un truc standard. Moi, j'étais vachement déçue par là-haut. Ah ouais? Ouais. Je trouve que la deuxième partie où ça part vraiment en cacahuète, c'était C'est vrai trop que enfantine en fait. ça devient un deuxième film, hein. Bah, ça devient un peu Oui, n'importe quoi, ça part un peu dans un autre sens et je m'attendais vraiment à quelque chose de plus mature en fait, donc j'étais assez déçue. Mais c'est pas faux, effectivement. C'est surtout le début qui est très. ah, le début, c'était horrible, Chloé. Et toi, Turquie, alors les films Pixar, qu'est-ce que ton préféré, ton moins aimé, ton J'en ai, moyen? j'en ai pas vraiment de préféré, en fait. Je dirais comme Al, là-haut. Mm. Et oui, les Miyazaki aussi, du coup, vu qu'on parle de longs métrages d'animation qui font l'unanimité à peu près. Est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas? Il y a des gens qui se plaît pas, hein, vous Ah, avez le droit. j'ai vraiment beaucoup aimé Princesse Mononoke, qui Ah, est le film avec lequel j'ai découvert les Miyazaki. il est magnifique. Je crois que enfin, c'est mon préféré perso. Chez Miyazaki, mais... Et j'ai beaucoup aimé les autres, mais aucun m'a marqué autant. Bon, je pense que je dirais la même chose pour la même raison, parce que j'ai découvert avec et que. Voilà, il est marquant. Découvrez-vous d'autres niveaux de lecture lors de vos visionnages des dessins animés? Ça, c'est intéressant juste après avoir parlé de Pixar, parce que Pixar, justement, ils sont connus pour leur double lecture de dessins animés. Vous, ça vous arrive, du coup, dans vos dessins Ah, animés chroniqués? oui, bah justement, dans Tabaluga, on a découvert des aspects philosophiques, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais des axes de réflexion qui se voyaient pas forcément au premier abord. Alors, effectivement, dans ces séries animées occidentales essentiellement destinées aux enfants, les doubles lectures sont souvent comment, assez subtiles et assez
éparses, c'est-à-dire que c'est pas forcément flagrant, même en le regardant avec un regard adulte. C'est juste que, dans certaines répliques, dans certains épisodes, on sent des intentions d'auteur qui sont qui sont pas forcément détectables quand on est enfant. En fait, on découvre que les auteurs se sont pas juste contentés de faire un dessin animé. Ils ont vraiment raconté une histoire, une histoire qui leur parlait à eux-mêmes, dans laquelle ils ont mis d'eux-mêmes. Ils ont mis de leur pensée. Ensuite, il y a le gag du ballon dans Max et compagnie. Oui, bon, ça, on en parlera. On en parlera pas. Oh. Il y a des enfants dans la salle? Je crois pas qu'il y ait d'enfants, je sais pas. On va pas prendre le risque. Mais après, c'est vrai que, bon, je dirais qu'après, il y a une seconde, une seconde vision qui est un peu sexuelle. C'est vrai que ça arrive assez souvent, en fait, dans les dessins animés. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. Je sais plus dans quoi ça m'est frappé, dans les Razmoket, je crois, où il y a énormément, en fait, de blagues de cul qui sont dissimulées. Pour ou contre, vous? Est-ce que ça vous fait rire ou est-ce que vous trouvez que c'est un peu abusé Ça passe à côté des enfants, les blagues de cul dans les dessins animés. Quand on était gosse et qu'on entendait Flash dire je suis l'homme le plus rapide du monde et Hawkgirl lui répondre c'est un mort de copine. Je connaissais pas celle-là. Quand on est enfant, on croit que ça veut dire qu'il va tellement vite qu'aucune fille peut le rattraper. Ouais. Je suis pas sûre. Les enfants sont pas si cons. Hein. C'est justement ça, c'est que dans les Razmoket, je les comprenais quand j'étais petite. Nous sommes sans doute des enfants très stupides, mais c'est comme ça qu'on réagissait. Alors, évidemment, on pourrait arguer et on aurait raison que essayer de donner une double lecture à ce qu'on fait en se contentant d'insérer des blagues de cul, c'est un peu la solution de facilité. Hein. De ce point de vue-là, bon, ça peut devenir lassant. Maintenant, si on a tout le temps, c'est un peu lassant. Maintenant, une de temps en temps, comme cette histoire d'homme le plus rapide du monde pour Flash, ou même le gag du ballon dans Max et compagnie, c'est tellement incongru que c'est hilarant. Dans les Animaniacs, apparemment, il y en a beaucoup aussi en VO, mais ils ont pas pu les traduire. Les blagues de cul dans les Animaniacs pas bien traduites, j'ai envie de répondre à l'impossible, nul n'est tenu. Parce que les traducteurs des Animaniacs ont vraiment fait un boulot de ouf pour traduire les blagues. Et pour avoir regardé en VO, je vois pas comment j'aurais pu traduire certaines mieux que ce qu'ils ont fait. Vous vous souvenez quand Yako disait en général toujours poète en envoyant un baiser au public? En général, en VO, ça voulait dire qu'il venait d'y avoir une blague de cul. Ah, bon bah, on le saura. Et souvent, même en VF, c'est après, une blague de cul, mais souvent beaucoup plus subtil, entre guillemets, en VF qu'en VO, puisque c'est en VF, ils ont plus essayé de faire passer ça dans les tournures, tandis qu'en VO, c'est des mots qui avaient un double sens. La traduction, c'est sûr que c'est jamais facile. Peut-être qu'on reviendra plus tard sur le doublage, mais avant, je voulais en profiter, avant d'oublier, vous a demandé donc votre dessin animé, film d'animation préféré. Et il y a aussi Callisto qui vous demandait votre film d'animation détesté ou série animée. Le Roi Lion. Le Roi Lion. Ah ouais, tu sais que c'est le dessin animé de le Disney préféré de la plupart des gens. Comment ça se fait? Je regrette, mais que quand j'ai vu le Roi Lion, déjà, ça partait mal, on me l'avait annoncé comme un truc formidable. Là, j'ai vu l'histoire de Bambi avec des lions, avec dans les premières minutes du film, un gosse qui se met à chanter « Vivement que mon père crève pour que je prenne sa place ». J'ai jamais vu ça comme ça, mais... Et ensuite sont arrivés Timon et Pumba. Et là, j'ai souffert jusqu'à la fin du film. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont texté le Roi Lion de... Enfin, il y a une polémique comme quoi c'était sexiste. Vous en pensez quoi? Bon, là faudrait pas exagérer. C'est une histoire de lion. Évidemment, ce ne sera pas féministe. Mais bon, non, c'est pas... Vous connaissez les us et coutumes des lions? Ouais, c'est vrai. On va pas revenir sur sur la magnifique sortie de Bob Lennon, dans une série destinée à des enfants entre 10 et 15 ans, mais bon. Non, je vous en parlerai plus tard, c'est pas grave.
Mais Euh, oui, non, Et je puis, sais qu'il y a eu il y a beaucoup. aussi que j'aimais bien Le Roi Léo, la série animée, et que la référence se voit affreusement. mm, Et pas assez pour qu'on se dise, ah oui, c'est une adaptation. c'est un plagiat, 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 ouais, c'est ça. Mais pour les polémiques qu'il y a eu, effectivement, j'en ai eu quelques-unes sur le sexisme ou le fascisme dans le Roi Lion. Je dis qu'il faut quand même pas exagérer. Bon, effectivement, la morale entre guillemets du Roi Lion est pas forcément pas forcément excellente, mais de là à dire que c'est un parangon du sexisme et du fascisme, il faut peut-être pas exagérer. Non, je dis pas ça. Je Non, non, dis mais des gens le que disent. quand on a envie de faire une histoire sur le féminisme, on fait pas une histoire avec des lions. Donc si l'auteur avait l'intention de faire une histoire sur le féminisme, il n'aurait pas choisi des lions comme protagoniste. Effectivement. Je note les questions intéressantes et je vous les reposerai plus tard parce que là on va essayer de rester là-dessus parce que Chouki, je crois que tu as quelque chose à nous dire aussi à propos du sexisme sur les dessins animés pour filles que tu nous as déjà dit mais qui te tient à cœur. Oui, attends, rappelle-moi parce que j'ai dit vraiment beaucoup de trucs. Bah que faire des dessins animés spécifiquement pour filles mais qui prenaient les filles pour des gens inférieurs aux garçons, donc des dessins animés moins bien faits que pour les garçons, c'était une forme de sexisme vraiment outrageux, surtout pour des petites filles à l'âge où elles apprennent la vie. En Oui, gros. et oui, déjà, en soi, c'est un peu idiot de faire des dessins animés pour filles et des dessins animés pour garçons, sachant que les deux sont devant la télé aux mêmes heures. Mhm. Euh, Ensuite, parce que les petites filles ne fonctionnent pas si différemment des garçons. Euh, et elles n'ont pas spécialement besoin de dessins animés spécifiques. Mais Ah bah, j'aimerais quand même dire que je viens de regarder les premiers épisodes de la série Mon Petit Poney, Friendship. voilà, je l'attendais celle-là. Et J'étais sûre qu'on allait y arriver. Oui, vas-y. ce n'est que les premiers épisodes. Ils m'ont fait l'impression que la série n'avait pas l'ambition d'être autre chose qu'une série pour filles. Et elle a malgré tout l'ambition d'être intelligente. Alors c'est possible. Ce n'est pas incompatible. Alors pourquoi est-ce que quand on fait une série pour filles, on part du principe que dans le cahier des charges, il doit être écrit que la série doit être débile parce qu'elle est pour filles. Il y a quelqu'un qui parlait, il y a Benoît qui parlait d'une soi-disant polémique sur les messages sexuels dans La Petite Sirène. Alors là, je vois pas du tout ce que c'est. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Je vois pas à quel moment pourrait y avoir une polémique des messages sexuels ou quoi que ce Je soit. Oh, je sais sais, pas trop, je sais qu'il y avait une poitrine de femme en image subliminale dans Bernard et Bianca, mais la petite sirène, j'ai pas entendu parler. Moi, j'ai entendu parler du fait que dans le Roi Lion, il y avait des parents qui s'étaient plaints parce qu'à un moment donné, c'est graphique, hein, Simba se couche d'un coup Oui, et il y a marqué, soulève de la poussière. Et il y a marqué sexe, oui. Il y a marqué SFX, qui est la boîte Ah qui a oui, fait les d'accord. effets sonores. Mais beaucoup de gens ont lu sexe. Et dans Aladdin, ce que Aladdin murmure à Raja au moment où il est sur le balcon de Jasmine et en train d'être violemment repoussé par Raja, le tigre de Jasmine, il murmure quelque chose dans la VO qui a visiblement donné l'impression à beaucoup de parents qui étaient en train de dire allez les enfants, déshabillez-vous. Ah, Parce qu'il dit absolument pas ça, mais les gens ont trouvé que les sonorités ressemblaient. bon. Mais dans la petite sirène, non, je sais pas. Avec quelqu'un, il y a bonjour les petits enfants, j'adore ton pseudo, qui dit en même temps beaucoup de Disney avec leurs princesses et leur château fort étaient quand même plus pour les filles. Je suis pas sûre, après à vous de voir. Les Disney, Bah, pour beaucoup de... Vas-y, dis ce que t'as à dire. Beaucoup de Disney sont effectivement basés sur des histoires de princesses. Pas tous, c'est juste que ce sont les plus emblématiques. Le premier étant Blanche-Neige, donc donnant le ton, mais pour chaque Disney avec des princesses, il y en avait un qui l'était pas, comme Pinocchio, comme Bambi, même comme Robin des Bois. Au final, bon, c'est pas, enfin, ça se passe dans un contexte comme ça, mais Ouais, mais le héros c'est Robin, c'est pas Marianne. mais le Robin, c'est le Robin. Le Robin c'est héros. Ouais, bon, le héros c'est Robin. Il y avait Bernard et Bianca.
Il y a eu Cusco, bon ça c'est beaucoup plus récent. Effectivement, le concept de princesse Disney, comme il est similaire de film en film, c'en est devenu une franchise. Maintenant, je sais pas si c'était plus pour filles pour autant. À mon avis, je sais pas ce qu'ils ont pensé chez Disney, mais dans la mesure où leur coup d'essai c'était Blanche-Neige, qui était effectivement une histoire de princesse, je pense pas qu'ils auraient dépensé autant de pognon pour le faire s'ils pensaient pas que ça pouvait plaire à tous les publics. Donc je pense pas qu'ils aient conçu ça uniquement pour des filles. Oh, ça a plu à tous les publics, c'était même le film préféré de quelqu'un qui est assez célèbre qui s'appelle Hitler. Oui. Mais les premiers Disney en même temps, je sais pas, parce que c'est vrai que bon, c'est l'histoire de princesse, etc. Mais la princesse au final, c'est pas elle qui résout la situation, c'est le prince en arrivant. La princesse, c'est une femme en détresse. La princesse sert à être un personnage pour qui on a de la compassion, qui fait qu'on va s'intéresser à l'histoire. Le prince sert à résoudre le problème. Bon, comme on l'a dit dans le dernier top 10, c'est pas forcément une recette malsaine. Faudrait juste voir à pas appliquer ça de manière trop irréfléchie et de juste dire que la fille c'est celle qui a le problème et le garçon celui qui l'a résout. Non, c'était juste pour voir ce que vous en pensiez. Est-ce qu'il y a d'autres films d'animation qui méritent qu'on s'en souvienne? Des films long métrage, donc du coup, un peu oubliés comme les gens le font. Ah, les dessins animés russes, la légende du tsar Saltan, le petit cheval bossu, la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, je vous appelle tous à re-regarder le dessin animé russe La Reine des Neiges avant d'aller voir le Disney qui va sortir, juste pour se rappeler qu'il y a eu un dessin animé russe vieux, mal animé, mais tellement frais avant de voir la version en 3D. Je connais pas du tout. Je connais bien les contes russes, ils font des très jolies choses par contre, donc c'est possible qu'un dessin animé serait très bien aussi. Alors visiblement vous avez déclenché des vocations. Tout à l'heure dans le chat il y a Master Dash qui vous demandait si vous aviez des conseils à donner à quelqu'un qui débute des critiques d'animé. Des conseils de quel ordre Je sais pas, bah après on va voir. Après je vous demanderai comment réaliser un épisode de ce dessin animé là. Je sais pas, précise, t'as pensé toujours déjà se laisser le droit de ne pas être parfait. Faire de son mieux, enfin, pour paraphraser ma formatrice, être exigeant envers son travail mais indulgent envers soi-même. C'est joliment dit. Faire de son mieux, ne rendre son travail que quand on est sûr de l'avoir fait aussi bien qu'on peut, mais accepter de ne pas pouvoir tout faire. Pourquoi est-ce qu'on donne pas de conseils plus pratiques? À mon avis, tout simplement parce qu'on l'a vraiment fait comme on le sentait, et beaucoup de ce que nous estimons être des qualités de nos vidéos sont venues du fait que nous l'avons fait comme nous le sentions. Alors évidemment, il y a des choses très terre à terre qu'on a essayé d'améliorer avec le temps et pour lesquelles on a trouvé de bonnes solutions, enfin de solutions satisfaisantes. Par exemple, si cette personne a l'intention de faire des podcasts comme nous en se filmant, il faut songer à bien s'éclairer avec n'importe quoi. En fait, c'est difficile de donner un conseil vraiment, une recette pour garantir que le résultat va être bon ou pour garantir que si on le fait pas, le résultat va être Nous mauvais. n'avons nous-mêmes pas la recette garantie pour que notre résultat soit bon. À chaque vidéo, on se demande si elle va être bonne. Du coup, t'inquiète pas, Zamkei, on viendra au sujet de tout à l'heure. Je suis désolée, j'ai vraiment pas vu ton pavé. Ce qui est fort parce que c'est quand même un pavé. Mais du coup, je voulais vous demander deux choses. Alors déjà, comment est fait un épisode de ce dessin animé-là et ensuite les critiques. Enfin, on va commencer par comment est fait l'épisode. Bon, alors pour commencer, on regarde le dessin animé en entier.
enfin, tous les épisodes qu'on trouve, parce que des fois on peut pas trouver le dessin animé en entier, on en regarde le maximum, et on laisse décanter un peu, et l'un de nous commence à écrire le script. Le deuxième repasse sur ce que le premier a écrit, rajoute des trucs si besoin, reformule des trucs si besoin. Quand on est satisfait du script, on le tourne. On fait environ un tournage toutes les 3 semaines, tous les mois. Bah, on essaie de faire toutes les 2 semaines à un moment donné et on s'y est tenu. On essaye de faire toutes les 2 semaines, mais ces derniers temps, ça n'a pas toujours été possible à cause de nos études respectives, boulots respectifs, etc. Pour répondre à Bunoa, en général, quand on regarde un dessin animé qu'on a l'intention pour lequel on a l'intention de faire une review dessus, oui, on le regarde, on regarde les épisodes d'affilée. Alors évidemment, pas en une soirée, ce n'est pas possible. En général, il y a au moins 26 voire 52 épisodes. Ça se fait pas en un jour, mais on essaye de pas regarder plusieurs séries à la fois. Alors, on a fait des exceptions. Mais grosso modo, effectivement, quand on est sur un truc, on reste dessus. On est un peu monomaniaque comme ça, nous. Et bon, donc ensuite on tourne, et ensuite l'un de nous deux se charge du montage. Et pour ce qui est de la caméra, la prise de son, etc., c'est qui s'occupe de ça? Alors, jusqu'à présent, on avait un étudiant en cinéma qui nous aidait, mais ces derniers temps, c'est Pesmé qui est derrière la caméra. Un PSP, on en reparlera. Mais d'abord, je voulais vous demander, du coup, vous disiez tout à l'heure que des fois, vous demandiez en postant la vidéo si ça va plaire, etc., etc. Je sais que, enfin, vous avez reçu des critiques, comme tout le monde. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que ça vous touche? Est-ce qu'il y en a qui sont injustes? Comment, comment vous les recevez, voilà. Bon, Ça comme alors, ça. les critiques sur le plan technique, c'est juste, on n'est pas parfait sur le plan technique, on fait avec les moyens du bord, et en plus, on n'a absolument pas une formation de cinéaste. Mais on fait quand même de notre mieux, et c'est parfois un peu décourageant après avoir consacré énormément de temps à essayer de faire en sorte que le son de la vidéo soit aussi parfait que possible, qu'on nous dise que la vidéo est pas regardable parce que le son fait mal à la tête. Mais bon, on fait de notre mieux, on fait ce qu'on peut pour s'améliorer. Chaque fois qu'on a un peu de sous de côté, on essaye d'investir dans du meilleur matériel. Sur ce plan-là, on va, je pense, continuer à s'améliorer graduellement autant qu'on peut au fil des vidéos. Après, il y a d'autres critiques qui portent sur notre façon de jouer. Alors, le problème avec notre façon de jouer, c'est pas qu'on joue mal, c'est qu'on ne joue pas du tout. On est réellement comme ça dans la vraie vie. Donc, du coup, quelqu'un qui critique votre façon de jouer, c'est qu'il critique, il Oui, vous critique vous, quoi. En croyant critiquer notre façon de jouer, en fait, c'est notre vraie diction qu'il critique. Et là, c'est un peu plus dur de pas le prendre personnellement. Mais enfin, ça va, vous encaissez. Je sais que vous avez essayé de mettre les choses de point sur un blog, notamment, qui a fait une BD humoristique en vous reprenant et qui vous avait un peu vexé, enfin, blessé. C'est-à-dire que on essaye quand même de dire que oui, nous n'improvisons pas nos vidéos. Vous voyez comme je bégaye là en ce moment, ce n'est pas la nervosité, je suis réellement bègue comme ça. Nous n'improvisons pas nos vidéos, nous avons un script préparé. Nous réimprovisons par-dessus en général dans les tournages, mais nous avons un script préparé. Alors, évidemment, ça peut donner l'air que nous récitons notre texte, mais non, nous ne récitons pas notre texte. Dans la vraie vie, nous parlons réellement comme ça. D'autre part, on nous parle souvent de jeux. L'autre raison pour laquelle on a un jeu un peu monotone, qui n'est d'ailleurs pas un jeu comme l'a souligné Tchouki, c'est que
on fait de l'exposition, quoi. Mm. On énonce des choses, on On explique fait parfois des des choses. exposés. Je sais pas trop quelle gamme enfin quel répertoire de jeux on nous demande vraiment d'avoir pour faire ça. Maintenant, bon, effectivement pour cette histoire de blog où quelqu'un avait fait des caricatures, voilà, bon, c'est-à-dire que nous répondons à chaque fois à ce type de critique en essayant de nous justifier d'être effectivement comme ça dans la vraie vie, de faire de notre mieux et tout ça. Bon, mais globalement, bon, nous savons que d'une part personne n'est parfait, pas même nous, et d'autre part qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc. Après, nous avons fait du théâtre, donc ce n'est pas un manque d'expérience de la scène. Après, d'ailleurs, c'est peut-être le fait que nous ayons fait du théâtre, nous avons peut-être un jeu un peu théâtral, pas cinématographique. C'est peut-être aussi ça, il y a peut-être un décalage entre... Bon, déjà, dans notre façon d'être, nous sommes extrêmement... Théâtraux. Nous sommes des gens qui nous mettons énormément en scène. Bon, après, c'est un peu comme ça dans notre cercle d'amis. Donc, on a l'habitude d'être comme ça. Mais Non, en fait, je voulais vous poser la question. En fait, vous êtes assez timides tous les deux, quelque part. Non? Ou alors je me plante complètement. oui, nous ne sommes pas des geeks pour rien. Donc ça demande beaucoup de courage comme ça de se mettre en scène, de se livrer à YouTube et... Comme Chouki l'a dit, nous avons l'habitude du théâtre. Au théâtre, non seulement on est habitué à se mettre en scène, mais aussi à le faire en direct quelque part. On arrive à faire une dichotomie entre quand on doit se comporter normalement dans la vie de tous les jours et quand on doit jouer un rôle devant un public. Quand on fait les émissions de ces dessins animés là qui méritent qu'on s'en souvienne, on est un peu entre les deux dans la mesure où on joue nos propres personnages. Les analyses que nous donnons sont effectivement des analyses que nous avons écrites. Donc le texte qu'on récite entre guillemets, c'est un texte qui nous engage aussi. Donc de ce point de vue-là, c'est autre chose qu'une pièce de théâtre récitée. Mais on a quand même une certaine habitude de ce genre d'exercice. C'est pas à ce point difficile de ce point de vue-là. Je sais pas si le Chouki est d'accord avec moi sur ce point. Le fait qu'on est deux, ça nous aide beaucoup aussi. Il y a ça. En tout cas, il y a il y a beaucoup de gens sur le chat qui disent que vous avez l'air de plus en plus à l'aise et que c'est de plus en plus abouti. Moi, je suis d'accord. Je voulais vous poser une autre question, mais je sais plus quoi. Je sais plus du tout ce que je voulais vous poser, Alors, c'est avez-vous embêtant. d'autres passions que le dessin animé? Ben, la bande dessinée, les livres, la chanson, l'écriture, beaucoup de choses. La science. Oui, la science, enfin, lui. Euh, bon. Sinon, vu qu'on est entre deux sujets, c'est peut-être un bon moment pour répondre à la question de Zankei de tout à l'heure. C'est Zankei qui avait posé une très longue question sur le rôle Oui, alors je sur vais le rôle des arriver. personnages féminins. Mais honnêtement, vous préférez les personnages féminins et des dessins animés pour garçons ou les dessins animés... Attendez, je recommence depuis le début, je voulais me planter. Mais honnêtement, vous préférez les personnages féminins dans les dessins animés pour garçons ou ceux des dessins animés pour filles? Dans les deux cas, ils sont totalement débiles. Le problème vient peut-être des auteurs qui, au final, ne savent écrire que très peu. Ce genre de rôle féminin différent, non? Honnêtement, je préfère les personnages féminins réussis, quel que soit le contexte autour. Et un personnage est raté, qu'il soit dans une série pour filles ou une série pour garçons, c'est du pareil au même, c'est un personnage raté. Mm. Il y a peut-être aussi que il y a un effet personnage secondaire qui est que souvent dans les séries animées, même dans n'importe quoi d'ailleurs, c'est aussi le cas des films, notamment des gros films. On a souvent un scénario, un personnage principal qui va vivre ce scénario et des personnages secondaires plus ou moins bien définis. Et souvent, au final, ces personnages secondaires servent un peu de potiche. Et comme il y a une certaine tradition de faire du personnage principal un garçon, peut-être dans beaucoup de séries animées, notamment les plus anciennes, ça laisse aux filles uniquement des rôles de personnages secondaires, c'est-à-dire beaucoup de rôles de potiche.
Et peut-être pour ça que ça paraît flagrant. Je ne sais pas, c'est... Dans Ça fait Hikaru no Go, tous les personnages secondaires, enfin, ils ont leurs propres histoires à côté, leurs propres sous-intrigues, et c'est pas vraiment ce qui nous intéresse parce qu'on est centré sur les intrigues des personnages principaux. Mais ils ne sont pas des potiches. Le fait qu'ils soient là fait que l'univers existe, et ils ne servent absolument à rien, mais ils ne servent à rien avec brio. Ils Ça va rien avec ils brio. ils jouent extrêmement bien leurs personnages de potiches. Ils sont des potiches. C'est merveilleux, tu fais absolument très bien le rien, je trouve. Ils sont des vrais figurants, ils sont des gens qu'on croise dans la vraie vie, qui n'ont pas de rôle dans notre vie à nous, mais qui existent quand même à côté et qui n'existent pas juste pour assister et commenter l'intrigue secondaire l'intrigue principale du héros. Comme le font Perry et Jimmy Olsen dans Lois et Clark. Et d'ailleurs, les personnages eux-mêmes disent dans la série pourquoi est-ce qu'on passe notre temps juste à commenter la vie amoureuse de Lois et Clark? On est comme deux personnages de sitcom qui commentent l'intrigue amoureuse principale. Mais ça, c'est le quatrième mur encore. On y reviendra peut-être plus tard. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui se posent dans le chat. Par contre, je suis désolée, on va devoir faire une pause de 5 minutes quand même au bout d'un moment parce qu'il faut bien que les gens assouvissent leurs besoins naturels. Donc aussi bien les viewers que les présentateurs, même si c'est pas mon cas. Mais enfin bon, ça on s'en fout. Donc bref, on se retrouve dans 5 petites minutes, sauf si vous avez un dernier truc à dire avant la pause. Non. Peut-être, attendez. J'ai oublié. Oui, si quand même, parce qu'il faut finir là-dessus. Une autre série sur laquelle ils s'en sortent bien pour faire des personnages secondaires qui ne servent pas à grand-chose dans l'intrigue, mais des personnages qui s'en sortent avec brio pour jouer leur rôle de potiche, entre guillemets, hein, c'est dans Code Lyoko. J'étais sûre que t'allais dire Code Lyoko. C'était pas encore sorti depuis le début, je trouvais ça bizarre. Limite On a malsain. réussi à tenir 1h08. Salut. Enfin, Code Lyoko est tombé. Bon bah voilà, le mot fatidique dit, je pense qu'on peut prendre 5 minutes de pause pour digérer ça. Allez, à tout de suite. Bonjour quoi. Allô. Salut. Allô. Du coup, on voulait en profiter parce qu'on s'est rendu compte que ça fait 1h30 déjà presque. On parle de Chucky et de Hal, mais ils sont pas tout seuls. Il y a quand même un troisième larron qui est là, caché derrière le canapé et qu'on n'a toujours pas présenté. Enfin, que j'ai toujours pas présenté. C'est un peu la honte quand même. Il est dans la salle, on peut pas en dire du mal. Voilà, c'est ça. Il est juste à côté, donc on va pas être méchant. C'est le métalleux de ces dessins animés-là. Donc, c'est Pesmé. Si vous ne connaissez pas Pesmé, on va vous montrer un petit extrait de ce qu'il fait. Donc, ça se dit Pesmé. On va beaucoup insister là-dessus. Oui, ça se dit Pesmé. Oui, j'étais surprise moi aussi la première fois. Attends. Par contre, j'ai pas votre son. 2 secondes. Comment elle marche? C'est très simple. On s'assoit. Ah, je suis désolée, par contre, il y a des ralentissements, je sais pas d'où ça vient. 2, 3, 4, 5. Et voilà, j'ai voyagé de 5 secondes dans le futur. C'est pas magique? Bon, évidemment, si on veut voyager plus loin dans le temps, ça va prendre un petit peu plus longtemps. Ça bug complètement, je sais pas d'où ça vient. Le Silver Age? Ah, bien sûr, je peux vous parler du Bon, j'ai complètement raté mon effet, je reprends le Chucky avec moi. Silver Age, ou l'âge d'argent des comics, débute dans les années 50. Ah, d'accord, bon, en fait, c'est le logiciel qui a planté. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, vous aurez au moins vu la tronche de Pesmé. Je suis désolée, Pesmé, on t'a complètement massacré. Son incommensurable charisme ne résiste pas au... Enfin, c'est plutôt le petit écran qui ne résiste pas à Voilà, c'est l'incommensurable ça. charisme de Pesmé. Il a crevé l'écran au sens propre. Sabotage avec 2 T, hein. Carrément. Sabotage à coup de botte.
Et donc, Pesme, il a aussi fait une single dans son coin sur, on va pas dire Star Wars, parce que ça serait méchant pour Star Wars, sur un fan film autour de l'univers des Chevaliers de Jedi, donc. Et il y a quelqu'un tout à l'heure qui demandait s'il allait en faire un autre. Et après, on Alors, verra son rôle. j'essaye de lui donner de grands coups de pied au cul pour qu'il en fasse un autre. Mais la principale caractéristique de Pesme, c'est qu'il a dans la main un poil grand comme un baobab, donc ce n'est pas encore gagné. C'est pas la Mais comparaison que j'aurais employée. Je suis sur l'affaire. Excusez-moi. On parle Ah, de... je te rappelle qu'il y a sans doute des enfants dans la salle. Toujours poète. Toujours, toujours. Non, mais c'était très, très bien amené. Félicitations. Donc, Pesme, donc, il fait des trucs dans son coin. Donc, il a fait une review sur un fan film Star Wars qui a été vendu. Donc, il a le droit totalement de critiquer le truc. Hein. C'est pas gratuitement disponible sur Internet. Et à côté, de temps en temps, il fait des... Je la vois qui est partie complètement couille. À côté, de temps en temps, il fait des petites apparitions dans vos vidéos. Donc, il fait un peu le rôle du geek, Wikipédia. Et de l'inventeur fou aussi. Et puis, de temps en temps, il fait le rôle du bourré qui est derrière votre canapé. Alors, à quel moment ça vous est venu à l'idée de faire intervenir une troisième personne? Bon, alors, déjà, à la base, il était quand même un peu partie du projet, puisque déjà, c'est lui qui nous a fait découvrir le genre et il participe aux recherches sur les dessins animés et tout. Puis il surveille la concurrence aussi, puisque nous n'avons pas vraiment le temps de concurrence. regarder les autres podcasteurs, mais lui si. Donc c'est lui qui nous dit qui il y a comme podcasteur intéressant sur Internet. Ah, parce que vous avez pas le temps du tout avec les dessins animés en fait. Oui, parce qu'on passe toutes nos soirées à regarder des dessins animés. puis, on n'a pas vraiment le temps de regarder autre chose. On doit aussi plaider coupable de pas faire beaucoup de prospection de ce point de vue-là. Effectivement, quand Pesme nous fait découvrir un podcasteur qui nous plaît, on continue de regarder ses vidéos à mesure qu'elles sortent. On y reviendra sans doute après. Hein. Mais indépendamment de ça, on s'est mis à faire des reviews sur les dessins animés parce qu'on aime les dessins animés et qu'on savait que le genre podcast existait, pas pour faire des podcasts parce que le genre podcast en particulier nous plaisait. Donc ça se fait dans ce sens-là, c'est pas fait, ça marche, le podcast, on va faire un truc, t'as une idée de sujet, c'est parti dans l'autre sens. Sinon, pour en revenir à comment on a eu l'idée de faire intervenir Pesme, c'est simplement à la base, il s'est trouvé qu'on avait besoin, à un moment donné, c'était dans la review adaptation, je crois, on voulait montrer l'effet que faisait l'apparition de Taz après un superbe épisode de Batman. On avait d'extraits vidéo qu'en cassette vidéo, la seule solution était de filmer un écran de télé en train de diffuser la vidéo. Et il fallait bien un spectateur devant, donc on en avait justement un sous la main. On a fait avec ce qu'on avait. Et puis, à côté du fait qu'on avait besoin de lui pour cette scène, il a une tronche géniale, Pesme, quand même. Ouais, c'est vrai que... Après, pour l'histoire de la machine à voyager dans le temps, l'idée du gag était de lui, donc il fallait que ce soit lui qui ait ça. Et il est derrière la caméra aussi, si j'ai bien compris, depuis peu de temps. Ça va, il s'en sort avec les boutons? Bah, en fait, on a surtout besoin de quelqu'un pour surveiller ce qui se passe, pour voir qu'il n'y a pas de merde qui se produit pendant le Chérie, tournage. c'est à toi que cette question s'adresse. Réponds. Bon, il a la flemme de répondre apparemment. Mais, Putain, mais c'est même plus un baobab qu'il a dans la main, là, c'est deux baobabs. oui, on te parle. Attends, il entend nos voix en double et il réagit pas, quoi. Ah, on l'entend pester dans le fond. Ah oui, c'est parce qu'il dit qu'il y a un décalage. Non, mais effectivement, c'est surtout un travail pour... Alors,
d'une part surveiller à ce qui se passe à la caméra, à ce qui se passe sur la piste audio, parce qu'on n'enregistre pas le son avec directement avec la caméra, on utilise un micro à part et on resynchronise ensuite. Et aussi le fait que d'une part qu'on n'oublie pas de réplique dans le texte, et ensuite on a comme on est dans une tradition un peu théâtrale, on apprend le texte façon théâtre, mais en pratique il y a des passages qui sont en vidéo par-dessus lesquels il y a nos têtes, et des passages qui sont destinés à être diffusés sur des images du dessin animé qu'on est en train de reviewer, ou des images de dessin animé autres pour une raison X ou Y. De fait, il y a des endroits dans le texte où on peut s'arrêter et des endroits dans le texte où on ne peut pas s'arrêter. Et la personne derrière la caméra est chargée de nous faire comprendre si quand on se foire, on doit reprendre du début, ou juste depuis une réplique depuis la dernière fois qu'on s'était foiré. Ah, il nous Ah, a c'est aussi marrant. pour le jeu. C'est marrant, c'est exactement. En fait, il a le rôle de Seb dans le joueur du grenier. C'est à peu près ça. C'est votre Seb à vous, en fait. Il fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il donne les indications pour les intonations de voix, à quel moment il faut couper, à quel moment il faut pas, et puis il fait de temps en temps des petites apparitions. Mais ses chemises ressemblent davantage à celles du joueur du grenier lui-même. Je veux pas savoir. Lorsqu'on est allé faire signer notre cartouche de Tortue Ninja au joueur du grenier, le joueur du grenier l'a quasiment accusé de plagiat de Luc. Je sais pas si c'est un compliment, je suis pas trop sûre. Bon, alors, ça parle de Durandal versus le Fossoyeur de film sur le chat. C'est un peu con parce qu'ils sont tous les deux amis. Avec Monsieur 3D aussi. Donc, il n'y a pas forcément de duel à faire ou d'opposition. Ils sont complémentaires tous les deux. Sinon, je voulais dire un truc. Oui, du coup, donc vous avez été faire signer votre truc, votre cartouche des Tortues Ninja par le joueur du grenier. C'était quand même un acte d'un sadisme non caché. Donc, ça veut dire que vous allez en convention des fois? Moi, dans le temps, je suis allé à la Japan Expo, je n'y suis allé qu'une fois, et j'y suis allé cosplayer en fait. Oui, avec moi, il y a même eu Avec des Chucky. photos du cosplay. Est-ce que je peux savoir en quoi dans la t'étais review cosplayé? Oban. Il y a les photos à la fin du générique d'Oban. On était cosplayés en personnage de Ban Star Racer. Je ne suis pas revenu Pour ceux qui regardent les génériques. Je ne suis pas revenu depuis à la Japan Expo. Je suis allé une fois à l'Epithanime, également avec Chucky et quelques autres personnes. Mais c'était il y a longtemps. Et depuis, je ne suis plus retourné en convention. Quant à Chucky, elle vous le dira elle-même, elle était revenue à la Japan Expo pour la première année où il faisait la Comic Con. Enfin, c'était pas la première année, je ne sais plus ce que c'était. Pour le joueur du grenier. Pour aller faire signer la cartouche Tortue Ninja, je n'y étais pas. Donc il y a quelqu'un qui vous demande si vous avez l'intention de faire une convention, et moi je voulais rebondir, enfin, il faut que j'arrête de rebondir, je dis tout le temps, mais du coup vous commencez à avoir une communauté un peu conséquente, vous avez un peu quelques contacts avec eux par message, etc. Et je voulais savoir si vous comptiez les rencontrer un jour pour de vrai, et donc aussi en même temps la question sur les conventions, est-ce que vous comptez aller en convention, est-ce que vous comptez rencontrer des gens? Voilà. Nous nous sommes rencontrés tous les deux sur un forum de discussion, donc par définition, nous n'avons rien de spécial contre le fait de rencontrer des gens qu'on a connus par Internet. Maintenant, je pense que Chucky a plus de choses à dire là-dessus, non? Oui? Disons que rencontrer des gens, ce serait plus dans l'état d'esprit de rencontrer des personnes avec qui nous avons noué des contacts sur Internet, et que il s'est passé quelque chose de suffisamment intéressant qui fait qu'on a envie de se rencontrer. Nous n'avons pas spécialement envie d'être. Nous n'avons pas spécialement envie d'être l'attraction de l'événement. Ouais, vous avez pas spécialement... Si on va en convention, c'est dans le but de rencontrer des gens qui nous auront dit on sera à tel endroit, à telle date, est-ce que ça vous dirait d'y venir pour me rencontrer? D'accord. Mais aller se balader dans une convention déguisée en Chucky et Al dans l'espoir d'être arrêté
quelqu'un. C'est pas en même temps, c'est pas un déguisement très compliqué. Je me détache les cheveux, Chucky attache les siens, d'une façon qui est Donc quelque vous part avez pas ironique. envie que les gens vous sautent dessus pour vous demander des autographes et vous allez pas tourner en rond dans la convention avec un grand panneau, on fait des reviews, vous nous connaissez! C'est pas du tout l'idée, quoi. Non, c'est pas l'idée. Ce qui est bien dans le fait de faire des choses par Internet, c'est de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés autrement. C'est bien quand ça permet d'avoir du relationnel, mais du vrai relationnel avec un échange où il n'y a pas vraiment une distance mise du fait qu'il y a le podcasteur et public. Et de ce point de vue-là, on est plutôt chanceux vu que bon, il y a le nombre de personnes qui nous regardent sur YouTube et qui nous suivent est relativement restreint, donc on peut encore raisonner comme ça. Donc c'est plutôt une bonne chose ça. Et il y a des youtubeurs connus, je pense à Chris de Minute Papillon notamment, qui organisent des trucs, alors lui c'est pas banal, ils vont tous dans un bar boire une bière. Donc, Alors, et pourtant il est très moi connu. j'ai donc. horreur de la bière, désolé. Moi j'aime bien. Et Pesme aime bien, hein Pesme? Ouais, Pesme il est métal aussi, il dit qu'il aime pas la bière, c'est qu'il y a un problème. Et donc du coup vous n'avez pas de convention prévue ou truc comme ça, quoi. J'ai vu qu'il y avait la question qui restait. Bah, c'est pas dans notre agenda entre guillemets maintenant. Évidemment, si on nous propose quoi que ce soit, ce sera pas un nom d'office, évidemment. On n'a rien de particulier contre les conventions. Et donc du coup, donc tu parlais de votre chaîne, c'est bien, vous pouvez garder un contact avec les abonnés, vous pouvez continuer à répondre aux commentaires. Est-ce que vous avez envie d'évoluer? Est-ce que vous avez envie que votre chaîne devienne vraiment quelque chose qui vous porte, ou est-ce que vous êtes bien comme ça? Parce que c'est possible aussi. Moi je suis très bien comme ça. Moi, je suis très satisfaite de comment ça se passe actuellement. Et j'ai pas très envie de changer de situation. Évidemment, en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours l'ambition un peu bébête de plaire au plus de monde possible. Donc forcément, de ce point de vue-là, plaire à un public de plus en plus important est une perspective qui me plaît pour cette raison-là. Maintenant, je rejoins l'avis de Chucky sur le fait que notre chaîne YouTube en l'état remplit les objectifs que nous lui avions fixés et que Nous avons un public. Excusez-moi si j'ai l'air de vous y répondre, mais nous avons un public formidable de gens qui réagissent aux vidéos en disant des choses intéressantes en continuant le débat, ce qui permet d'avoir des discussions dans les commentaires absolument passionnantes. J'avais autre chose à ajouter et j'ai perdu le fil. Bon, ça me reviendra. Mais effectivement, c'est peut-être quelque chose qui serait pas possible si on avait plus d'abonnés. Je sais pas, c'est difficile de se rendre compte. Comme je le disais la dernière fois qu'on m'a posé la question, on a toujours l'impression que on peut avoir les. On a l'impression que même si les autres youtubeurs qui ont un peu plus de notoriété ont des problèmes liés aux trolls qui viennent parce qu'ils ont de la popularité, que nous, si on avait de la popularité, on n'aurait probablement pas de trolls. C'est l'opinion un peu c'est l'idée un peu enfantine qu'on peut se faire quand on envisage les choses de son propre point de vue. Mais il faut avouer que c'est que la différence, c'est que vous ciblez plus un public de trentenaires. Enfin bon, je sais que c'est une généralité, mais pas de trentenaires. Moi, je suis trentenaire. Les gens qui ont été enfants à l'époque des dessins animés dont nous parlons ont 20 ans aujourd'hui. Nous visons un public de vingtenaires. Comment on dit les gens qui ont 20 ans?
Entre 20 et 30 ans quand même. Moi, je sais, quand j'étais petite, il y a pas mal de dessins animés dont on parlait qui passaient déjà plus. Mais du coup, non, mais ce que je voulais dire, c'est que ça vous évite. C'est pas. Si, c'est complètement de la généralisation, mais il y a beaucoup de chaînes où il y a beaucoup de petits, entre 12 et 14 ans. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à être un peu plus irréfléchis. C'est-à-dire que sur votre chaîne, on verra jamais des firsts ou des gens qui s'envoient chier gratuitement. Ou... L'autre C'est truc, vrai que c'est ça arrivera pas. en même temps, le concept de nos vidéos, c'est juste de dire voilà notre avis sur tel dessin animé. Et les gens que ça intéresse répondent moi, mon avis, c'est ça. Nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas du grand spectacle en fait. Donc nous attirerons surtout les gens qui aiment discuter Mm. et qui sont intéressés par notre avis. On a de la chance qu'il y en ait autant. Du coup, bon, je me doute un peu de la réponse, mais est-ce que vous avez eu des problèmes de fans un peu envahissants? Des choses qui arrivent souvent sur YouTube, des gens qui n'arrivent pas trop à différencier la réalité de YouTube et qui sont persuadés que vous êtes leurs amis et qu'en font trop, quoi, qui sont collants et qui deviennent un peu flippants. Ça vous arrive ou pas? Toujours à un degré raisonnable. Ça nous est pas arrivé souvent déjà d'une part, ça c'est sûr. Et quand ça nous est arrivé vraiment à un degré très raisonnable, quoi. Donc pas de fanboy, vous n'avez pas de problème de gens qui vous stalkent ou... Ça va. Non, c'est des gens peut-être qu'on surprend après à faire notre pub absolument sur tous les forums possibles et imaginables. Ah, Et ça, c'est les mêmes pseudos qui reviennent. je plaide coupable. Par contre, je fais de la pub partout. Je suis un peu inversée, mais... D'autre part, le fait qu'on ait parfois l'impression que certains fans assez rares nous semblent envahissants vient du fait que on met un point d'honneur entre guillemets. Enfin, c'est pas, ce serait un point d'honneur si c'était une contrainte, mais en fait ça l'est pas tellement. C'est plus un plaisir pour nous de répondre à tout ce qu'on nous envoie. Donc forcément, les gens qui nous envoient beaucoup de choses, Pas forcément, on va- des fois on ne répond pas parce que le message n'appelait pas spécialement de réponse. oui, bien sûr. Mais souvent, c'est pour nous poser. Souvent. De temps en temps, on nous envoie des messages pour nous poser une question. Ah, est-ce que vous allez faire tel dessin animé? Ou ah, moi, je me souviens de telle chose dont vous n'avez pas parlé. Ou je me souviens de telle chose dont vous avez parlé, mais que j'ai pas vu de la même façon. Vous êtes trompé dans les doubleurs, ça nous est arrivé aussi. Et puis, ou alors de manière de manière plus prosaïque. Pourriez-vous aller voir telle vidéo que j'ai faite ou telle vidéo que Ah quelqu'un oui. d'autre a faite? Mais c'est resté assez rare. Quand ça nous est arrivé de manière un peu plus soutenue, ça nous a paru flagrant parce que justement on a suffisamment peu d'abonnés pour prêter attention à tout ce qu'on nous envoie. Mais franchement, c'était loin d'être démesuré comme stalkage entre guillemets. Attends, il y a Bonjour les petits enfants qui a envoyé votre chaîne Antoine Daniel. Si par ta faute il passe dans What the Cut, je te jure que moi je te stalk et que je te retrouve et que je te vole des chocs à pic. Antoine Daniel, c'est un type qui fait comme SLG en fait, il fait une sorte de compilation de YouTube. C'est pour ça. Je trouve ça un peu bizarre qu'il vous envoie. Nous avons commencé en faisant des YouTube poop, alors On s'est entraîné au montage comme ça en fait. Je voulais dire autre chose sur la communauté. juste une chose à la personne qui vient de nous demander ce qu'on pense de Code Lyoko Evolution. Nous sommes fans de Code Lyoko, donc nous n'aimons pas. Bon, allez, est-ce que c'est le moment pour s'embarquer dans une explication plus détaillée comme cette personne le demande ou est-ce que... Je crois que Aquilon voulait aborder un autre sujet. Non, allez-y, allez-y. Si on commence à se lancer dans le sujet qui fâche, on risque de ne pas finir tout de suite. Bon, votons. Est-ce qu'on parle de ce sujet maintenant ou est-ce qu'on attend Moi, je sais pas, j'ai oublié ce que je voulais dire entre-temps. Parce que je suis en poisson rouge. Salut. Bon, bah, on va te laisser le temps de retrouver tes idées et je vais répondre simplement que... L'avis du public et pas évolution, s'il vous plaît. Ah, non, l'avis du public est j'attends depuis le début. Bon.
Il y a des gens qui sont venus spécifiquement pour entendre allez, parler de Code Lyoko. Vas-y, Al, dis ce que tu penses de Code Lyoko Evolution. Moi, je ne dis rien parce que je boycotte, donc je n'ai rien à dire. Il y a plusieurs choses à dire. Alors, d'une part, en ce qui me concerne, je suis Code Lyoko depuis pas le début de la saison 1, mais les rediffusions qu'il y en a eu en 2004, donc ça fait quand même un certain temps. Code Lyoko, c'est une série semi à suivre. Alors, c'est le genre de série qu'on suit beaucoup pour l'ambiance, pour les personnages, pour l'aspect visuel, l'aspect sonore, tout ça. Mais Code Lyoko a ceci de plus qu'on s'y intéresse aussi pour le scénario, qui est quand même très bien trouvé et qui évolue avec le temps de manière raisonnablement soutenue et de façon à s'acheminer vers une conclusion qu'on fait attendre aux spectateurs. Et cette conclusion arrive à la fin de la saison 4. Donc c'est comme regarder C'est comme regarder Hamlet 2, le retour. Bon, c'est comme regarder un bon film ou lire un bon livre, donc avec un début, un milieu... Quelqu'un a parlé d'Hamlet par les Alcors? Ça m'intéresse. Donc avec un début, un milieu et une fin. La fin, plusieurs personnes l'ont jugée non satisfaisante. Moi, je l'ai trouvée parfaitement satisfaisante. Bon, ça, c'est une question d'opinion. Mais toujours est-il que sur le plan de la continuité narrative, faire une suite, ça semblait franchement une mauvaise idée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Sur le plan de la continuité artistique, c'est une catastrophe et c'est pas étonnant dans la mesure où non seulement cette suite a été faite 5 ans après, et d'autre part par une équipe complètement différente. Troisième point, ils ont eu l'idée formidable de faire ça en live action. Avec des acteurs de 20 ans. Pourquoi pas. Code Lyoko, le concept, je vais pas tout détailler maintenant, même pour ceux qui connaissent pas, mais disons simplement que le scénario fait qu'il y a des séquences qui se passent dans le monde réel et des séquences qui se passent dans une espèce de simulation, un espèce d'environnement virtuel. Dans le dessin animé de base, les scènes du monde réel sont en 2D avec du dessin entre guillemets traditionnel. Les scènes dans le monde virtuel sont en 3D. Ça avait un certain sens d'avoir l'idée de transformer les scènes du monde réel en scène de live action, parce que c'est plus réaliste entre guillemets. Donc je ne peux pas émettre d'avis sur Code Lyoko Evolution. J'ai boycotté cette série. Je réclame le droit de ne pas être obligé de regarder une suite qui ne peut que discréditer une histoire que j'ai aimée. Continue. Donc Code Lyoko Evolution, alors à la fois à cause des acteurs entre guillemets, mais aussi surtout à cause des réalisateurs, des dialoguistes et de la production qui a visiblement exigé que la série soit tournée en un temps minimum, comme c'est le cas souvent pour des séries françaises de ce genre-là. Le jeu d'acteur est très mauvais. Les effets spéciaux du monde réel sont assez mauvais. Leur souci de recréer les environnements du dessin animé donne parfois des résultats un peu carton-pâte que je ne trouve pas très joli, mais en même temps, je suis parti avec un avis a priori négatif dessus. Donc bon, peut-être que j'en rajoute un peu, mais je ne pense pas, mais peut-être que j'en rajoute un peu. Et après, il y a le scénario. Le scénario. Attention, attendez-vous à une augmentation du nombre de décibels. Non, pas forcément, tu sais, je m'embarquais pas dans un truc comme ça, surtout que ça va saturer assez rapidement puisque j'ai une voix un peu forte. Bref, le scénario, donc comme c'était à prévoir, le méchant ressuscite. Comme c'était également à prévoir, le scénario présente un certain nombre d'incohérences avec la série d'origine, pour deux raisons très simples en fait. La première, que de leur propre aveu, l'équipe de Code Lyoko Evolution trouvait que la série d'origine était un peu pourrie et qu'il fallait changer des trucs fondamentaux, donc ils l'ont fait. D'autre part, qu'ils n'ont pas compris, et c'est bien normal, que en tant que série semi à suivre dans la partie la plus à suivre du semi à suivre, Code Lyoko avait des éléments disséminés dans ces différents épisodes qui devaient être pris en compte dans la continuité et que le fait de les ignorer changeait le sens de beaucoup de choses. Ce faisant, ils ont introduit un certain nombre d'incohérences scénaristiques avec la série de base. Et puis après, si vous voulez, on peut reprendre épisode par épisode. Chaque épisode apporte son lot de débilités. Là où la série d'origine pouvait se permettre, puisque c'était du dessin, que le méchant soit un personnage un peu, même pas un personnage, mais enfin une entité un peu inquiétante, capable
de, de choses assez impressionnantes visuellement, telles que merci Pesmé, de choses un peu impressionnantes visuellement, telles que destruction de bâtiments par des bulldozers, telles que tir au laser avec des satellites militaires, tels que tout un tas de trucs de ce genre-là. Collège qui s'écroule, tremblement de terre, météorite, Ici, on a quand même un certain inversion de la gravité. Ici, on a un certain nombre de restrictions budgétaires. Alors, à la place, on a des personnages. Je vais pas rentrer dans le détail de ce qu'ils sont en réalité, mais des personnages qui sont en fait des acteurs qui brillent un peu à cause parce qu'ils ont rajouté un filtre, incapables de courir pour rattraper les héros, et dont le seul objectif n'est même pas de tuer les héros, mais de leur faire un gros câlin. Le but étant de leur aspirer des codes sources par lesquels le méchant a réussi à survivre. Quand les attaques ne sont pas ça, elles sont du niveau de oh c'est horrible, Xana, le méchant, a réussi à faire gagner tout le monde au loto en Europe le même jour. Oh, comme c'est horrible. Bon. Impossible. Alors, il y a cet aspect du scénario. Je sais pas si elle rigole ou si elle pleure. À moitié hypnotisé absolument toute la population d'Europe pour qu'ils jouent le même numéro. Bon. Et ça c'est que la moitié des épisodes. La deuxième moitié des épisodes, c'est quelque chose de contradictoire avec toute la série d'origine, en ce sens que on s'en rend pas forcément compte comme ça, mais la série d'origine vise un certain réalisme, dans le sens Je n'ai pas vu, mais on me raconte. les personnages de la série d'origine, humains tous quels qu'ils sont normaux, si vous voulez. C'est des gens normaux. Pour faire un méchant crédible dans l'univers de Code Lyoko, il fallait que ce soit une intelligence artificielle détraquée. C'est ce qu'était Xana. Dans cette cinquième saison, dans une tentative de recréer une backstory qui n'a plus rien à voir avec celle d'origine, puisque celle d'origine ils l'ont trouvé trop pourrie pour être exploitée, hein, ils ont introduit un méchant humain, et le méchant humain c'est rien d'autre qu'un espèce de savant fou avec grosso modo là, pour les gens du chat, je sais pas si vous avez déjà vu la figurine du Dr Gang là, d'Inspector Gadget. Ils ont sorti une figurine, on voit sa trogne, c'est un espèce de vieux gars avec Ils ont pas fait ça. Akimon, j'essaye de trouver une image pour que tu la mettes sur l'écran. Quoi? Mais une non. espèce de vieux gars avec vaguement la coiffure de Jack Nicholson, enfin en mal faire. Mais non, mais il faut pas faire ça. Il se trouve que dans Code Lyoko Evolution, ils ont introduit un personnage qui a cette tête-là, qui n'a absolument aucune motivation, qui est, enfin, c'est tellement pas en adéquation avec ce que Code Lyoko était à la base. Et ensuite, il y a que le psychodrame des héros autour de ce qu'ils ont à faire est absolument ridicule. D'une part, leur situation pourrait se résoudre en 2 temps 3 mouvements si Daniel se rappelait de choses qu'ils ont faites dans les épisodes de la série originale. Et d'autre part, on n'y croit plus. Je veux dire, leur stratégie pour vaincre le méchant est exactement la même que dans la saison 4, qui avait fonctionné dans la saison 4, mais qui visiblement n'avait pas suffisamment fonctionné pour être définitif puisqu'ils ont fait une saison 5. Et donc de fait, même s'il y a quelques bonnes idées éparses dans la saison 5 et qu'on est obligé de lui reconnaître, mais qui encore une fois ne viennent que du fait qu'on peut pas faire de la merde complète avec une pépite d'or, c'est moisi quoi. Voilà.